Bonjour et bienvenue à bord du podcast Automobile Propre avec Johan et Pierre. Nous sommes ravis de vous retrouver pour ce 24e épisode avec une actualité toujours aussi riche et passionnante sur la voiture électrique. Bonjour messieurs. Salut Eric. Salut Eric. Je vous rappelle que ce podcast est disponible sur toutes les plateformes comme iTunes, Spotify, Google Podcast et autres. Si vous l'appréciez, vous pouvez le noter, cela nous ferait très plaisir et cela aiderait le podcast à gagner en visibilité. Alors aujourd'hui, directement au sommaire, on va parler de la Chine qui commence à être assez connue pour ses voitures électriques. Et puis on va parler aussi du projet gouvernemental sur la location à 100 € par mois de voitures électriques toujours. Et on parlera aussi du top du classement du marché européen des voitures électriques en avril avec une petite surprise. La rubrique Focus se penchera cette semaine sur les nouvelles normes de pollution européennes qui risquent de faire un peu mal aux hybrides rechargeables. Et puis enfin, on va parler de frein et on va vous expliquer un petit peu en quoi la poussière de frein est aussi un problème en termes d'émissions de particules fines et pourquoi la voiture électrique peut aussi être une solution. C'est parti, donc la voiture électrique et la Chine. Alors, il semblerait que la Chine se détourne des constructeurs européens, Johan. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, en fait, il se passe beaucoup de choses sur le marché auto, et notamment avec les constructeurs européens en Chine. C'est vrai que on commence à avoir l'habitude de voir débouler des constructeurs chinois en Europe. On pense notamment à MG, à Lynk & Co ou même prochainement à Aura, donc qui débarquent sur le continent avec leurs produits et qui finalement commencent à s'en sortir plutôt pas trop mal. Je pense à MG qui remporte quand même un beau succès. En tout cas, c'est des véhicules qui sont souvent considérés par les acheteurs de véhicules électriques comme une alternative notamment économique. Donc on a l'habitude de ce mouvement-là. Et puis c'est vrai que par le passé, en fait, les constructeurs européens allaient en Chine pour exporter leurs produits, leurs technologies, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est en train de changer un petit peu. Puisque la Chine devient vraiment le leader en matière de véhicules électriques et finalement les voitures électriques qui sont vendues en Chine proviennent essentiellement de constructeurs chinois. On a un classement qui est sorti et sur les 10 constructeurs de véhicules électriques les plus vendus en Chine, il y en a seulement un qui est étranger. Et c'est celui qu'on connaît bien, c'est Tesla, qui s'en sort à la troisième place du classement. Mais sur le reste, en fait, c'est les constructeurs chinois qui font carton plein. Et en fait, c'est l'agence Reuters qui a notamment mené un petit peu l'enquête et qui a interrogé une utilisatrice qui venait d'acheter un véhicule électrique chinois, donc en Chine, et qui disait que finalement, elle trouvait pas vraiment d'offres adaptées chez les constructeurs européens, et qu'elle préférait du coup acheter chinois, sachant que pour elle, les véhicules chinois étaient aussi davantage technologiques sur la technologie embarquée, pas que sur la partie motorisation, et qu'elle appréciait ça. Et finalement, pour moi, c'est une vraie claque pour les constructeurs européens qui finalement ont complètement raté le coche de la voiture électrique en Chine et qui aujourd'hui sont finalement sortis du jeu en fait en Chine. Quand on regarde le classement, en fait, Volkswagen, ils sont 15e du classement des constructeurs de véhicules électriques vendus en Chine. C'est quand même une grosse claque pour ce constructeur mondial. Donc voilà, tout ça, c'est en train vraiment de changer et les arguments qui sont mis en avant pour la préférence chinoise. Alors je pense qu'il y a un peu de patriotisme économique quand même, mais après il y a le fait que finalement les constructeurs européens sont un peu à la traîne sur la motorisation électrique et sont encore plus à la traîne sur les technologies embarquées. Notamment tout ce qui est infotainment et technologie numérique à l'intérieur des voitures. Et finalement, les Chinois se tournent plutôt vers des constructeurs chinois. Qu'est-ce que ça t'inspire, Pierre ? C'est clairement ça. C'est ce que dit Johan, c'est que là, on a vraiment raté le coche. C'est-à-dire que les Chinois se sont développés tranquillement chez eux et avec leur marché qui correspond à un continent entier ailleurs. Et du coup, ils ont maintenant pas grand-chose à envier, voire rien du tout à envier aux autres constructeurs à la fois européens, américains ou japonais. Et puis effectivement, on ajoute un petit poil de chauvinisme et ils vont se nourrir eux-mêmes de voitures électriques, quoi. Et c'est en fait assez révélateur d'un vrai changement de
mentalité, d'état d'esprit par rapport à la consommation, à la grande consommation du grand public. Mais l'automobile est peut-être un symptôme, mais c'est aussi vrai dans d'autres domaines. Et c'est aussi probablement le symptôme que la Chine est en train, on le sait, hein, j'enfonce un peu une porte ouverte, mais c'est en train de devenir, c'est déjà une énorme puissance industrielle, mais c'est aussi une énorme puissance technologique. Et aujourd'hui, les nouveaux consommateurs qui sont peut-être symbolisés par les consommateurs chinois, évidemment, sont plus jeunes, puisque on sait qu'aujourd'hui en France ou en Europe, en tout cas, l'achat d'une voiture neuve intervient. L'âge moyen d'un acheteur de voiture neuve se situe plutôt au-delà de 50-55 ans. Alors qu'en Chine, il semblerait que ce soit bien avant, bien plus jeune, et qu'on ait donc l'émergence d'une nouvelle génération qui n'a pas la culture automobile que peut avoir le consommateur européen, avec des guillemets, hein, de 55 ans, et dont la première voiture arrive pratiquement avec les premiers smartphones, et donc c'est un nouveau paradigme, hein, pour utiliser un mot à la mode, c'est-à-dire que on juge plus du tout une voiture selon les critères avec lesquels on les juge ici en Europe depuis 30 ou 40 ans. Et une voiture d'abord doit être technologique, doit avoir un infotainment, comme disait Johan, de pointe, doit pouvoir être piloté du bout des doigts pratiquement, voire autopiloté, et en tout cas géré avec son smartphone et avec des applications. Donc c'est vraiment l'intégration du digital et du numérique de façon très très profonde dans la voiture. Alors moi, ça m'étonne un peu. Enfin, je comprends, hein, ce point de vue, et je comprends le point de vue des consommateurs chinois qui n'ont cure finalement des voitures européennes, parce que les voitures européennes, finalement, pour les consommateurs chinois, ça représentait quoi? C'était surtout le haut de gamme, le prestige, c'est-à-dire que voilà, on roulait en Porsche Panamera ou avec éventuellement après un peu en Tesla, mais quand on enlève ce vernis un petit peu haut de gamme, c'est-à-dire le gros des consommateurs, ils s'en foutent complètement. Ce qu'ils veulent, c'est une voiture qui fonctionne, qui soit tactile et qui leur apporte plein de services qui sont pas forcément de la puissance et même de l'autonomie, mais aussi beaucoup d'autres choses. Pouvoir connecter la voiture à ses applications préférées, parce qu'on sait que les Chinois vivent à travers leur téléphone. Enfin, les Chinois d'une grande partie de l'Asie. Donc c'est une vraie révolution, parce que finalement les voitures européennes, elles sont pas si larguées que ça. Enfin, il y a quand même on regarde la Mégane E-Tech, j'ai pas eu encore l'occasion de m'asseoir à bord, mais j'ai bien vu tous les essais qu'on a fait sur Automobile Propre et ailleurs. On voit que le système d'infotainment sur base d'Android automotive est quand même super bien fait, bien conçu, peut-être mieux conçu que certains modèles chinois que j'ai pu essayer. Donc l'idée, ça se situe pas là. C'est plus une question, j'ai l'impression, c'est presque une question culturelle, au-delà d'une question purement technologique. Après, il y a une question économique aussi, je pense. Finalement, aujourd'hui, c'est compliqué quand même pour les constructeurs européens d'aller en Chine, en fait. Il faut obligatoirement faire une joint venture avec une entreprise sur place. Enfin, il y a un certain nombre de freins, il y a un certain nombre d'éléments de protectionnisme, on va dire, qui sont en place aujourd'hui et qui expliquent aussi en partie que les constructeurs européens n'ont pas réussi à percer. Je rappelle quand même un point qui est important, c'est que finalement l'Europe, depuis des années, elle pousse en faveur des véhicules électriques. Elle a mis des réglementations en place qui font que les constructeurs vont vers là et commencent à avoir des produits. Donc on n'est quand même pas resté assis sur notre chaise et finalement on se rend compte que la Chine a été un peu peut-être un peu oubliée, un peu délaissée, ou finalement tout simplement les constructeurs ont pas réussi à pénétrer ce marché-là pour des questions réglementaires. Après, je trouve qu'il y a quand même on peut se rappeler aussi de la vision qu'on avait il y a encore quelques années des voitures coréennes et quelques années auparavant des voitures japonaises, où il y avait toujours une sorte de sentiment de supériorité à la fois des Européens, des Américains, que les Japonaises, les voitures étaient moches, elles n'étaient pas fiables, elles rouillaient. Et puis petit à petit, ils se sont améliorés de génération en génération de façon totalement spectaculaire. On a remis exactement le même couvert avec la Corée, où effectivement au début les modèles n'étaient pas très intéressants, mais il y a eu des progrès qu'on n'a pas vu venir, et là on refait le coup avec la Chine, où visiblement on est surpris que d'un coup hop ils sont à notre niveau, alors que pendant des années c'était des voitures qui avaient des résultats catastrophiques au crash test et polluaient énormément, et du jour au lendemain visiblement ils se sont mis à jour avec leur puissance de feu financière extraordinaire, mais c'est quand même compliqué de se montrer encore du côté de l'Europe ou des États-Unis, de se montrer surpris alors que d'autres ont fait exactement la même chose avant. Donc, on aurait pu le prévoir, peut-être.
Ouais, non, mais c'est sûr. Mais on a vu un peu ces marchés avec une certaine, comme tu le dis, Pierre, une certaine condescendance. Il faut bien le dire. Et on est en train de se faire un petit peu blackbouler. Cela dit, je le dis, je le maintiens, et c'est un peu mon mojo depuis quelque temps. Je pense que les constructeurs européens n'ont pas dit leur dernier mot, parce que si on parle de culture et de nationalisme chinois, on peut aussi parler de culture et de nationalisme européen, et il y a plein de gens en France et ailleurs en Europe qui n'ont pas du tout envie de rouler avec des voitures chinoises, même si parfois on n'a pas le choix parce que les composants sont chinois ou les batteries sont chinoises. Mais en tout cas, peut-être qu'on va assister à une espèce de scission comme ça, de guerre économique automobile, où chacun va rester sur son précaré. Et puis surtout, moi je pense que les constructeurs européens n'ont pas dit leur dernier mot, et qu'ils ont aussi, je reprends ton terme Pierre, une puissance de feu assez considérable, et qu'ils ont montré quand même qu'en quelques années, ils avaient réussi à s'adapter. L'adaptation est difficile, elle est compliquée, tout n'est pas parfait, mais on a quand même aussi, quand on va un peu sur les forums de voitures électriques, des possesseurs de voitures électriques européennes qui sont heureux de leur achat, qui ne cachent pas les défauts qu'elles peuvent avoir, notamment peut-être sur l'autonomie, sur l'infotainment, et tout ça est en train de considérablement s'améliorer. Donc moi, je suis assez confiant. Alors, effectivement, le sujet, c'est est-ce que les Européens vont continuer à pouvoir vendre des voitures en Chine, et notamment des voitures électriques? La réponse, on la connaît pas, mais effectivement, ça risque d'être un peu compliqué, comme on dit. En revanche, il y a quand même les marchés, il reste les marchés européens, les marchés américains, et certaines voitures électriques européennes vont continuer, je pense, à faire leur chemin, et peut-être à faire rêver un petit peu les consommateurs. Deuxième sujet, c'est donc la voiture électrique en location à 100 € par mois. Donc c'est une mesure du gouvernement qui avait été annoncée il y a quelque temps. Alors Pierre, ça va concerner qui, pour combien et pour quand? Parce qu'on ne sait pas grand-chose en fait sur cette histoire. Eh ben oui, tout ça c'est très flou. On espère que ça va survivre justement aux promesses de campagne. Ça a d'abord été une promesse de la candidate Anne Hidalgo, et puis Emmanuel Macron s'est aussi greffé dessus. Donc voiture électrique à 100 € par mois, c'est à peu près tout ce qu'on sait. Alors évidemment, ça s'ajoute à tout ce qui est bonus à l'achat, prime à la conversion, mais il faut bien dire que il reste quand même, vu le prix d'achat minimum d'une voiture électrique, ça reste quand même une marge énorme pour de très nombreuses personnes. Et là, ça permettrait vraiment au plus grand nombre d'accéder à l'électrique. Alors dans les détails, on se doute évidemment qu'il y aura des conditions d'attribution qui vont être liées aux ressources du foyer. Il parle même de favoriser aussi les jeunes pour l'accès à une première voiture, et même à certaines professions qui sont vraiment dépendantes de leur voiture électrique. Il y a des professions de type infirmière où on n'a pas forcément des salaires énormes qui permettent d'acheter une voiture neuve, mais il y aura ce principe de location. Ce qu'on sait précisément pour l'instant, c'est qu'il y a une sorte d'objectif que ça pourrait concerner jusqu'à 100 000 voitures électriques par an, ce qui est pas négligeable. Ce qu'il y a un petit peu plus, c'est le coût de la mesure qui serait de 50 millions d'euros. 50 millions d'euros, comme ça paraît énorme, mais si on fait une petite division par ces 100 000 voitures, ça fait une aide de 500 € par véhicule, ce qui au final représente pas grand-chose. Est-ce que ça va être pour aider, contribuer à l'apport initial? Est-ce que ça va permettre de baisser l'allocation par mois? On n'en sait pas plus, mais en tout cas, la toute nouvelle ministre de la Transition énergétique en a reparlé dernièrement. Donc, ça devrait être un sujet qui reviendra de façon un peu plus précise dans les semaines qui viennent. Alors je te passerai la parole, Yoann. Je voudrais juste faire une remarque. Cette mesure, elle est effectivement intéressante, mais est-ce qu'elle va répondre à tous les besoins des Français les plus modestes, à savoir, on imagine que ce seront des petites voitures électriques avec forcément donc une autonomie assez courte. Et est-ce que cette voiture-là, cofinancée partiellement par l'État, va subvenir aux besoins des Français les plus modestes, qui cependant ont besoin de rouler beaucoup ou partent quand même en vacances, heureusement 1 ou 2 fois ou 3 fois par an en famille. Est-ce que ça va être possible? Donc Yoann, je sais pas ce que tu en penses, mais on a l'impression que ça s'oriente vraiment sur un usage urbain, comme le disait Pierre, de professionnels indépendants, d'infirmières, et puis de gens qui habitent peut-être un petit peu en dehors des villes et qui se rendent à leur travail.
Bah, effectivement, ça devrait concerner déjà des véhicules qui coûtent pas très cher. En tout cas, on l'imagine. Après, ça peut être très bien des véhicules peut-être de la gamme type MG. Donc, on revient sur nos constructeurs chinois qui ont des offres finalement assez basses. Moi, je me pose quand même la question de cet objectif des 100 € par mois et notamment de comment ils vont être calculés. Est-ce que on va finalement nous remettre donc c'est sur des locations longue durée, hein. Est-ce qu'on va nous remettre un kilométrage de base à 5000 km par an, ce qui est très faible pour une grande partie des automobilistes. C'est souvent un peu l'arnaque quand on voit les panneaux publicitaires. On en voit des fois avec des locations longue durée à 99 € par mois. Souvent, la petite astérisque, hein, c'est ça, c'est un kilométrage très faible. Donc ça, c'est une première question que je me pose. Et la deuxième, toujours sur ce prix, c'est finalement, est-ce qu'ils vont pas se la jouer à la Tesla en disant, quand on va aujourd'hui sur le configurateur Tesla, on voit pas forcément le prix de la voiture, en tout cas de la location, mais dessus est déduit en fait les économies de carburant. Donc finalement, est-ce que ces 100 € ils tiennent compte des économies de carburant que ferait quelqu'un qui ferait le même kilométrage avec un véhicule thermique? Voilà, ça c'est vraiment des choses, je pense qu'il va falloir suivre pour bien comprendre. De l'habillage de tarifs en fait. Voilà, est-ce que c'est juste une mesure qu'on habille un petit peu avec des petits subterfuges commerciaux, ou finalement est-ce que c'est vraiment quelque chose de massif? Et quand je vois le budget de 50 millions par an, avec un objectif de 100 000 véhicules, je me dis ça va certainement être un peu du maquillage. Mais voilà, à confirmer avec les détails précis de cette aide. Ouais, ok. Alors c'est vrai que Pierre, tu disais 50 millions, ça paraît beaucoup, mais en fait c'est vraiment c'est minuscule quoi, à l'état au niveau d'une aide gouvernementale. Et quand on sait que ça peut concerner 100 000 voitures, il faudra effectivement voir comment ça va évoluer et ce qu'on aura au final. On sait quand ça sera officiellement annoncé avec des vrais chiffres et une méthodologie, etc. Pierre, ou pour l'instant c'est encore la bouteille à l'encre? On n'en sait strictement rien. On est encore, ça fait un peu partie de l'arrivée de cette nouvelle ministre où c'était les premières informations qu'elle a sorties. Je pense va falloir qu'elle fasse un petit peu le tri dans ce qu'elle veut faire. Mais écoutez, dans ces dossiers, ça serait bien pour la rentrée. Moi, je dis, ça serait quand même pas mal d'avoir quelque chose d'un petit peu plus concret. Moi, ce que je trouve aussi intéressant, c'est que ce soit lié aussi jusque-là le bonus. Pour acheter une voiture électrique, c'est pour acheter l'objet. La prime de la conversion, c'est pour acheter l'objet. Là, on a une aide pour la location. Et je trouve ça aussi intéressant qu'on s'éloigne un petit peu de toujours de la possession totale du véhicule. Tu vois, on prend un petit peu de recul avec l'objet. On sait qu'à terme, du coup, après, ça va forcément nourrir le marché de l'occasion derrière. Ça peut être aussi, c'est une approche différente. Après. Effectivement, il faut qu'il y ait une vraie ambition derrière. Et pour l'instant, on n'a pas l'impression qu'elle soit vraiment là. Intéressant ce point de vue, Pierre, sur le fait d'un changement, d'un glissement d'usage en fait, de la pleine propriété à l'utilisation finalement, qui induira peut-être d'autres comportements derrière, effectivement, par rapport à son rapport à l'automobile. Alors, ça nous amène au troisième sujet, sans transition, comme on dit chez les professionnels, mais qui concerne quand même une petite voiture, donc avec transition. Ce sont les chiffres du marché européen de ce dernier mois. Donc, c'est quoi? C'est le mois d'avril, mois de mai, d'avril, bien sûr, puisque le mois de mai n'est pas fini. Donc, avec une petite surprise, Johan, sur la première place de ce marché européen de la voiture électrique. Et oui, on a l'habitude d'avoir Tesla qui truste le haut du tableau. Et cette fois-ci, c'est pas le cas. En fait, Tesla est pas dans le classement parce que je pense qu'ils ont des gros problèmes d'approvisionnement à Shanghai et des problèmes de production aussi au niveau de la Gigafactory. Donc, on voit pas Tesla et ça permet à d'autres de prendre la tête du classement et notamment la Fiat 500 électrique. Donc petite voiture agile et qui plaît beaucoup, qui prend la tête du marché. Donc ça c'est une belle progression pour Fiat. C'est une belle progression aussi pour le groupe Stellantis qui finalement en fait prend un peu la tête du marché européen en avril avec 16 000 véhicules électriques écoulés, puisque on a la i208 qui est deuxième du classement.
Donc voilà, c'est plutôt un beau score pour le groupe Stellantis. Et en troisième position, on a le Skoda Enyaq. Donc là, cette fois-ci, c'est Volkswagen qui lui aussi livre des véhicules, mais a fait quand même l'objet d'une chute assez importante, de l'ordre de 37% par rapport au mois d'avant, en raison de problèmes d'approvisionnement de ces usines lui aussi. Donc on voit qu'en fait les problèmes d'approvisionnement touchent de manière un peu inégale les différents constructeurs automobiles, et ça c'est un point qui est à souligner. Donc bien joué pour Fiat. Globalement, on a quand même un marché européen des véhicules, un marché européen de l'automobile qui a reculé de 20% par rapport à l'an dernier. Mais pour autant, en fait, les voitures électriques et hybrides rechargeables reste assez stable, puisqu'on a 1,4% de moins qu'en avril 2021. Et il faut bien comprendre que c'est vraiment l'hybride rechargeable qui vient un peu réduire ces chiffres-là, puisque les hybrides rechargeables sont en retrait de 15% par rapport à l'année dernière, alors que le 100% électrique, lui, progresse de 13% par rapport à l'année dernière. Donc le 100% électrique est vraiment très dynamique, tandis que l'hybride rechargeable commence à marquer un peu le pas. Donc on ne sait pas si c'est lié à un changement d'usage et de besoin et de demande de la part des consommateurs, ou si c'est les problèmes d'approvisionnement. Mais en tout cas, on a un classement et un état du marché qui est assez différent de d'habitude. Alors, on note deux petites choses. Première chose, par rapport à nos sujets précédents, l'honneur est sauf, puisque dans le top 10 des ventes des voitures électriques en Europe, en avril, on n'a pas de voitures chinoises, pas encore. Et puis, le deuxième remarque, c'est que on a 7 voitures européennes et 3 voitures coréennes. Pierre, ça t'inspire quelque chose, cette segmentation? On a toujours, moi, ce qui me choque aussi, surtout là dans ce que tu me dis, c'est que y a pas de japonais. Les Japonais, ils ont visiblement un rapport compliqué avec l'électrique. Alors je dévie un petit peu du sujet, mais je trouve ça quand même intéressant. C'est que ça a été ils ont été parmi les premiers à se jeter à corps perdu dans l'hybride, autant Toyota que Honda. Et puis, à mon avis, peut-être pour continuer de rentabiliser les investissements qu'ils ont mis dans ces technologies, on dirait qu'ils commencent un peu à rater le virage de l'électrique. Alors ils commencent à s'y mettre, mais ça date de cette année. On a essayé le premier électrique 100% électrique de Toyota ou 100% électrique de Lexus, c'est cette année. Mazda s'y met mollement. Il y a bien Nissan avec la Leaf, mais on dirait qu'il n'y a pas une vraie volonté de pousser la chose. Et on dirait, alors il y a deux façons de le prendre. Soit on a effectivement l'impression qu'il rate ce virage, soit on peut le mettre aussi sur une certaine approche pragmatique, on va dire typiquement japonaise, qui pour eux aujourd'hui, ce qui fonctionne vraiment pour une majorité des usages, c'est avant tout c'est l'hybride, et que la technologie 100% électrique ne serait pas encore assez mature. C'est notamment l'avis de Mazda, c'est aussi l'avis de encore il y a quelques temps de Toyota. Mais visiblement, il faut espérer qu'ils se réveillent assez rapidement, parce qu'ils sont en train de perdre du terrain à ce niveau-là, quoi. Donc finalement, quand on reproche aux Européens d'avoir raté le coche, c'est presque il y a pire pour les Japonais. Ouais. Mais après, c'est intéressant aussi, parce que on discute notamment le Mazda MX-30 est un exemple très intéressant pour moi, parce que c'est un SUV quand même qui d'une bonne taille, hein, on n'est pas dans la citadine, mais qui a une toute petite batterie, il me semble de quelque chose comme 30 kWh. Et donc du coup, tous les reproches qu'on lui fait, c'est il y a pas assez d'autonomie. Mais Mazda, étant une marque d'ingénieurs, arrive en disant ah oui, mais attendez, regardez, on regarde les statistiques, on regarde combien de kilomètres, quel kilométrage moyen que les gens accomplissent. Et ils ont besoin, ils n'ont pas besoin d'une batterie plus grosse. Si une batterie plus grosse, ça va coûter plus cher, ça va peser plus lourd, ça va être moins performant. Ça, c'est un produit adapté. Mais
du coup, avec cette approche trop pragmatique, il rate peut-être l'aspect psychologique de rassurer le client qui, lui, alors à tort ou à raison, souvent à tort, veut la plus grosse batterie possible, la plus grosse autonomie possible, quitte à n'utiliser que 10%. Et bon, c'est là où ça a ses limites, ce raisonnement. Ouais, alors c'est vrai que cette Mazda est assez réussie, elle a recueilli pas mal d'éloges de la part des journalistes spécialisés. C'est une jolie voiture, elle est bien conçue, mais effectivement, elle a une autonomie très juste. Petite anecdote personnelle, j'ai une amie qui en a acheté une récemment et qui se rend régulièrement dans le Midi, dans de la famille, et donc elle a fait son premier voyage récemment avec cette Mazda, dont elle est ravie par ailleurs. Hein. Et voilà, elle a été confrontée à cette fameuse fameux apprentissage de l'électrique avec tout ce que ça peut comporter de désagréable. Et voilà, elle a mis pour descendre de Lyon à Bandol, au lieu de mettre 3h30, elle a mis 10 heures. Elle a été obligée de s'arrêter plusieurs fois pour charger sur des bornes qui marchaient pas, du Unity qui démarrait pas, etc., etc. Donc toute la panoplie. Et elle en a déduit que sa voiture était parfaite pour les déplacements urbains et périurbains, et que pour descendre dans le Midi, eh bien, elle prendra le train. Voilà. Donc, ce qui est fort dommage parce que elle disposera pas de sa voiture à l'arrivée et elle sera obligée de se servir de son scooter. Mais voilà, c'est un petit peu ça. C'est la limite. On a effectivement une approche pragmatique qui peut s'entendre dans la plupart des cas d'usage, mais qui va quand même coincer dans certains cas. Et ce qu'on a envie d'avoir, c'est une voiture qui puisse tout faire. En fait, c'est ça la question. On passe à la rubrique Focus. Et on va parler aujourd'hui des prochaines normes de pollution européennes qui ne sentent pas très bon pour l'hybride rechargeable, justement, puisqu'on parlait d'hybride rechargeable, Pierre. Qu'est-ce qui va se passer avec les hybrides rechargeables alors ? Alors, les hybrides rechargeables, c'est un gros problème depuis très longtemps au niveau des normes, depuis le début même. On a essayé de leur appliquer pour déterminer leur grammage en CO2, on a essayé de leur appliquer la même méthode que pour le 100% thermique ou pour l'hybride simple, et il s'avère que ça fonctionne absolument pas. Il suffit de regarder les chiffres qu'on obtient. On obtient des choses comme du 30 grammes de CO2, du 1 litre, 1 litre 4, allez, grand maximum 2 litres au 100 km, parfois pour des monstres de 400, 500 chevaux. Clairement, depuis le début, on n'a pas des normes qui correspondent, qui permettent vraiment de déterminer précisément les véritables émissions de CO2 de ces voitures. Ça, c'est le premier problème. Ça a été de vouloir appliquer, voilà, ce qu'on utilisait déjà pour le thermique et l'hybride. Simple. Deuxième problème, et ça, c'est quelque chose d'unique parmi tous les types de motorisation, c'est que l'hybride rechargeable dépend de la bonne volonté de son conducteur. C'est-à-dire que il peut choisir, après avoir acheté son hybride rechargeable, après avoir profité il y a quelques années possiblement d'un bonus ou d'une prime à la conversion, eh bien, de se dire, moi, j'ai pas envie de brancher, j'ai pas payé de malus, ça me suffit, c'est trop pénible de brancher mon hybride rechargeable, je veux rouler qu'au thermique, et aujourd'hui, strictement rien n'en l'empêche, et il aura profité d'aides, de toutes les aides à une certaine époque. Et ça, c'est un vrai problème parce que on n'utilise pas l'hybride rechargeable comme il a été conçu et qui peut avoir de grandes vertus si on l'utilise sur ce schéma qu'on a voulu nous imposer, c'est-à-dire électrique la semaine pour aller au travail et le week-end, exceptionnellement, on démarre le moteur thermique pour faire partir en week-end, partir en vacances. Mais visiblement, relativement peu de personnes s'y conforment, et en plus, avec justement cette volonté de pousser l'électrification par l'hybride rechargeable, on est arrivé à des flottes qui sont passées du diesel depuis des décennies à l'hybride rechargeable, avec des gens, des pros qui étaient très contents de leur diesel parce qu'ils avaient, c'était très agréable pour eux, et puis ils voyaient pas de problème. Puis du jour au lendemain, on leur impose un hybride rechargeable et ils ont pas envie de s'ennuyer avec la recharge. Et il y a des exemples. Moi, j'ai un exemple en tête d'un responsable de flotte à qui on retournait
la voiture l'hybride rechargeable faisait son cycle chez son client et revenait avec le câble pour recharger encore dans son blister plastique absolument pas ouvert. Et donc il fallait un moment, on y vient, il fallait une réaction des normes, il fallait durcir un petit peu à cause de ces excès, j'imagine, il fallait un peu durcir serrer la vis. Et la vis va être serrée et pas qu'un peu. Donc ce sera pour les prochaines normes. Il va y avoir plusieurs vagues de nouvelles normes qui vont arriver. Là, ça sera l'Euro 6E et ça va passer par une méthode de calcul différente qui va passer par où on va prendre un peu plus en compte les conduites avec la batterie à son minimum. On sait qu'un hybride rechargeable n'a jamais une batterie totalement vide. On arrive à un seuil minimum et à ce moment-là, on passe à un fonctionnement hybride simple, mais on continue de trimballer une batterie très lourde qui a une influence quand même sur la consommation. Et en modifiant ce calcul assez profondément, on arriverait à des résultats où un véhicule aujourd'hui qui émet par exemple 50 grammes par kilomètre de CO2, eh bien, en 2027, on émettrait 125 grammes par kilomètre, donc multiplié par 2,5 fois. Donc, à ce moment-là, ça serait la fin de l'hybride rechargeable parce que on a des moteurs thermiques qui en sont très proches de ces 125 grammes par kilomètre sans aide de l'électrique. En 2027, peut-être ça sera encore plus évolué. Et au final, ça serait la mort, on peut le dire, de l'hybride rechargeable, surtout avec le progrès parallèle de l'électrique. Ça serait la fin. Et en fait, on aurait eu pendant relativement peu de temps, en fait, cette période où l'hybride rechargeable a eu un succès. Et ça serait, voilà, on terminerait. Alors après, ça a aussi certains mauvais côtés, parce que on arrivera à un trou en fait entre le moment où l'électrique va devenir obligatoire, on va dire à partir des années 2030 suivant les pays, 2035, et l'hybride rechargeable lui va finir, si on suit ce schéma, à la fin des années 2020. Et entre l'électrique véritablement pour tous, qui peut convenir à tout le monde, à tous les prix et à toutes les performances, va arriver quelques années plus tard. Donc on va avoir un trou au milieu qu'il va falloir remplir. Comment, on ne sait pas, parce qu'on peut pas demander aux constructeurs de développer, de se remettre par exemple dans l'électrique à prolongation d'autonomie. Ça, il y a eu quelques exceptions, mais ça n'a jamais vraiment pris. Donc ça va être, il va y avoir un petit moment de flou là à la fin des années 2020 où on va voir qu'est-ce qui va se vendre et surtout qu'est-ce qui va pas se vendre. Johan? Moi, ce que je me dis, c'est que, encore une fois, les constructeurs auto, là, ils doivent être en panique pour adapter le plan produit à toutes ces évolutions de réglementation, là, c'est chaud. Et puis, on voit aussi qu'il y a des problèmes d'approvisionnement, des problématiques de capacité de monter en charge des usines de production de batteries, etc. Donc ouais, ça va être compliqué. Et puis, je crois que dans l'article sur Automobile Propre, ce qui était dit aussi, c'était que finalement, pour maintenir un niveau de CO2, on va dire équivalent à ce qu'on a aujourd'hui, sur un hybride rechargeable, il va falloir en fait avoir des moteurs thermiques de plus faible puissance et des batteries de capacité supérieure dans les hybrides rechargeables. Donc ce sera peut-être ça la voie à prendre, mais ça durera pas très longtemps. Donc ouais, les constructeurs auto là, entre la Chine, il faut que, en tout cas les constructeurs français et européens, ça doit être bien la panique et ça doit être un sacré challenge pour eux. Ouais, c'est vrai que les bureaux d'études et comme tu dis, les plans produits et puis effectivement les directions marketing doivent se poser beaucoup de questions et depuis quelques années doivent passer plus de temps à éplucher les réglementations présentes et à venir qu'à travailler sur leurs produits, parce que ça doit être une prise de tête terrible. J'aimerais vraiment pas être à leur place. Ça va nous amener au dernier sujet qui parle aussi de normes donc c'est la norme Euro 7. La norme Euro 7 donc qui va inclure les émissions polluantes des poussières de frein
Pierre, tu vas nous en dire un petit peu plus parce que tout le monde ne sait peut-être pas que quand on freine avec une voiture, on émet aussi des particules fines. Exactement. Alors les normes Euro jusqu'à maintenant, ça se concentrait sur tout ce qui sort du pot d'échappement. Et c'est la grosse révolution. Du coup, ça ne concernait que les voitures thermiques ou partiellement thermiques, absolument pas les électriques. Et là, justement, avec la grosse nouveauté, avec ces normes Euro 7, ça va être qu'on va commencer à regarder d'un peu plus près ces microparticules, ces nanoparticules. Vraiment, là, on est dans du très très fin qui est émis au freinage des voitures. Alors là, il n'y a pas de discrimination, tout le monde freine. Donc ça pourrait inclure aussi la voiture électrique. Ça pourrait même la concerner un petit peu plus parce que on sait que par rapport à une voiture thermique, eh bien la voiture électrique est quand même plus lourde à performance équivalente. C'est ce qu'on nous dit aussi. Mais quand on a un petit peu conduit une voiture électrique, je pense que vous serez d'accord avec moi, on se rend compte que on freine beaucoup moins que dans une thermique parce que on utilise la récupération d'énergie à la décélération qui freine sans que les plaquettes touchent les disques. Donc là, il y a pas d'émission de quoi que ce soit, peu importe la masse. Pourquoi ? Parce que ça permet de récupérer de l'énergie et donc ça augmente l'autonomie. Et puis deux, c'est très agréable, ça donne une conduite. Alors c'est plus personnel, c'est peut-être pas d'accord, mais je trouve que ça donne une conduite plus fluide, plus douce, plus agréable. Et je trouve que c'est vraiment lié à justement la conduite de la voiture électrique. Oui, donc à condition de savoir se servir du freinage régénératif des voitures électriques, qui demande un petit temps d'apprentissage, hein, Pierre. Ah oui, oui, il faut. Alors il y a plusieurs systèmes différents. Il y a avec les palettes ou alors juste il y a la fameuse conduite à une pédale. Et effectivement, sur une conduite à une pédale, quand on enlève totalement le pied de l'accélérateur, la voiture s'arrête. Et ça peut être assez violent. Alors cette réglementation, elle dit quoi ? Alors elle va tenir compte des émissions de microparticules provenant du freinage, c'est ça, hein ? Bon, il faut savoir aussi que cette norme Euro 7, va être évidemment poussée par l'Union européenne, mais aussi il y a tout un tas d'organisations qui sont en faveur de l'environnement, qui deviennent véritablement un lobby. Alors un lobby plutôt positif, selon certains, moins pour d'autres, mais qui précise quand même que ces émissions au niveau du freinage sont très très loin d'être négligeables et font partie cette pollution atmosphérique au même titre que ce qui sort du pot d'échappement, et qu'au final, eh bien, ça tuerait 9 millions de personnes chaque année quand même. Ce qui est énorme, hein. Ce qui est énorme comme chiffre. Et d'ailleurs, par rapport à ça, on parle du lobby et puis des associations environnementales qui saluent cette initiative. A priori, les constructeurs allemands le sont un petit peu moins. Ils disent attention, il faut bien clarifier les règles. Il faut bien s'assurer aussi que technologiquement on puisse suivre et s'adapter en fait à ces normes durcies pour aussi que économiquement ce soit soutenable pour les constructeurs auto. Donc c'est toujours un petit peu le même discours, hein, la Commission européenne qui veut avancer en faveur de l'environnement, faire des progrès environnementaux, et les constructeurs qui disent attendez, nous on va devoir s'adapter, on va devoir gérer tout ce que vous nous imposez. Et il faut qu'on s'assure que ce soit cohérent et que ce soit faisable, en fait. Donc, eux, ils sont un peu moins contents. Il y aurait un petit système, on sait déjà faire, visiblement, récupérer ces particules. Ça a déjà été testé avec une grande efficacité. Il s'agit juste de mettre une sorte de petit aspirateur au niveau des disques sur chaque roue, et ce qui permet vraiment d'absorber la quasi-intégralité des particules émises à ce moment-là. Mais forcément, tout ceci doit être implémenté dans des modèles déjà existants, possiblement, doit être aussi produit à grande échelle et avec un coût à régler au final, probablement par l'acheteur. Donc c'est toujours le même équilibre, c'est-à-dire que on essaie il y a la technologie, il y a ce que les gens peuvent acheter, et il y a l'environnement, et tout ça à des niveaux différents, doit se coordonner pour avancer, et ils sont rarement d'accord.
Donc il faudra bientôt, tu penses Pierre, vider son sac de particules ses sacs de particules comme on vide aujourd'hui son sac d'aspirateur. Écoute, probablement parce que elles vont bien quelque part. Alors, ça va être peut-être une autre filière, peut-être qu'on arrivera à faire quelque chose avec ces particules, produire d'autres choses. Ça serait pas mal. Ça pourrait peut-être même devenir un carburant, on sait pas, on peut tout imaginer. Ouais. Il y a une remarque, quelque chose qu'on remarque, que j'ai remarqué depuis les voitures électriques et depuis que moi-même je roule en voiture électrique, c'est que amusez-vous à regarder notamment les jantes bâton, parce que ça se voit plus sur ce type de jantes. C'est pour ça que je le mentionne, sur les jantes bâton, les grosses jantes bâton des voitures électriques, des Tesla ou d'autres voitures. Et vous verrez que les jantes sont toujours impeccables, alors que sur des voitures thermiques, vous voyez que les belles jantes chromées ou les jantes couleur alu deviennent très rapidement noires et d'un noir un petit peu rouille. Et c'est vraiment la différence entre une voiture électrique avec laquelle on utilise très peu les freins et une voiture thermique qui envoie des particules d'abord sur les jantes avant de les envoyer dans l'espace et dans l'atmosphère. Après, moi, je me pose une question. Alors, on n'a pas la réponse aujourd'hui probablement, donc peut-être on pourra peut-être dénicher une étude sur le sujet. Parfois, je me demande si les gens qui réfléchissent à ces normes ne vont pas un peu loin. Et j'aimerais connaître le véritable impact sur la santé publique des particules, des microparticules ou des nanoparticules de freinage par rapport au reste des microparticules qui sont émises dans l'atmosphère. C'est tout. C'est juste une question, hein, je mets pas en doute, mais j'aimerais vraiment connaître cet impact et après poser la question, alors j'imagine que ceux qui font ça l'ont fait avant moi, mais poser la question de se dire, est-ce que ça vaut le coup de faire encore une norme supplémentaire pour quelque chose qui représente peut-être une partie vraiment infinitésimale de la pollution atmosphérique? Je ne sais pas, je n'ai pas la réponse. Peut-être qu'on l'aura un jour. Très bien. Eh bien, écoutez, c'est la fin de ce podcast, de ce numéro 24. C'est terminé pour aujourd'hui, mais l'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais. Retrouvez-la heure par heure sur automobilepropre.com. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur toutes les plateformes. C'est le meilleur moyen de nous soutenir et de nous faire connaître. N'hésitez pas également à nous faire vos retours sur ce podcast, vos remarques, vos suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Et puis, quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de Automobile Propre, le podcast, qui sera une interview d'une compagnie qui compte aujourd'hui dans l'électromobilité. Je ne vous en dis pas plus. À bientôt, salut.